Hello à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous propose, un lundi sur deux, d'aller à la rencontre de talents et de personnalités du nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je souhaite partager avec vous. Le podcast en est à ses débuts et je remercie tous ceux qui l'ont écouté avec bienveillance. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur des réseaux sociaux, et à lui attribuer une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela m'aidera à faire connaître La Boussole et à développer le podcast. Dans cet épisode, j'ai souhaité rencontrer Violette Spilbou, candidate à la mairie de Lille. Ici, il n'est pas question de faire de la politique ou de prendre position pour l'un ou l'autre des candidats. Lorsqu'au cœur de l'été, elle a été choisie par La République En Marche pour être candidate à la mairie, je ne la connaissais pas. Je ne savais pas grand-chose d'elle, et j'ai eu l'envie de la rencontrer pour connaître son parcours, comprendre ses motivations et ses convictions. Quel était le chemin qui l'avait menée de la direction de cabinet à la SNCF jusqu'à proposer sa candidature à la mairie de Lille. Notre rencontre a eu lieu dans son QG de campagne, tôt le matin, afin de profiter d'un moment de calme. Pendant 1 heure, nous sommes revenus sur son parcours, ses orientations de carrière, sa façon de concilier sa vie de famille et les obligations liées à des journées bien remplies. Avec Violette, nous avons parlé d'exigence, de solidarité, d'écologie, de vision long terme et de l'importance de sa famille dans sa réussite et son engagement au quotidien. Mais je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Violette, je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Alors l'objectif, c'est que voilà, moi je ne te connais pas particulièrement et donc tu es candidate à la mairie de Lille et j'avais envie de permettre aux auditeurs du podcast de découvrir ton parcours, savoir ta vie, tes différents choix, les orientations dans ta carrière, la partie où tu as travaillé donc avec Martine Aubry à la mairie de Lille, ton retour dans le monde du privé avec la SNCF et puis maintenant donc ton engagement pour les élections municipales. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de tes études ? Moi, j'ai vu que tu avais fait une licence de biochimie et que tu étais plutôt côté ingénieur, c'est ça, si je ne me trompe pas ? Oui, c'est ça. Bonjour Claire, merci de revenir sur ce parcours. C'est vrai que j'ai 47 ans aujourd'hui et que c'est toujours un plaisir de revenir en arrière et de se pencher sur des moments importants des choix que j'ai pu faire dans ma vie. J'ai effectivement fait une licence en biochimie après avoir fait une prépa à Federbe comme toi, d'ailleurs, oui. Si j'ai bien compris, une prépa maths sup bio. Donc j'étais déjà dans le domaine de biologie, biochimie. C'est vrai que c'est un moment où je me cherchais parce que en fait à ce moment-là j'étais toujours passionnée de danse classique et je voulais en même temps être danseuse, donc je poursuivais mes études parce que j'avais des parents professeurs qui me poussaient à faire des études à haut niveau, mais en même temps mon cœur était déjà un peu ailleurs et encore et toujours un peu ailleurs. Donc la licence de biochimie à la faculté de Lille et puis ensuite j'ai cherché à me réorienter. Je voulais plutôt travailler dans la communication. J'ai regardé comment on pouvait, après un bac plus 3, changer complètement d'orientation. C'était pas si simple que ça. Et j'ai trouvé une formation qui se crée pour la première année à Lille, un IUP, Ingénierie de la Santé, Institut Universitaire Professionnalisant, quelque chose comme ça. Et donc je me suis engagée dans cette voie, audit conseil pour la qualité des soins et la qualité du management dans les hôpitaux publics et privés. Donc un domaine assez particulier, mais une formation que j'ai faite en 2 ans et dans laquelle nous étions une dizaine d'étudiants puisque c'était la première année, ce qui a été tout à fait passionnant et enrichissant. Et donc du coup après ça, tu commences dans la vie professionnelle, donc plutôt en audit. Du coup, si j'avais bien lu, c'était un cabinet extérieur, c'est ça ? Oui, alors après les 2 années de d'IUP, j'ai obtenu un titre ingénieur maître, donc c'était la faculté de médecine de Lille. Et puis j'ai poursuivi mes études en formation continue, donc j'avais cours le samedi, et le vendredi après-midi et le samedi à l'IAE de Lille, en DESS management des entreprises privées. Et en même temps, j'ai fait donc
un stage et j'ai été embauchée dans un cabinet d'audit conseil en santé publique qui s'appelait Sanesco et qui était dirigé par Jean de Carvaz-Doué à l'époque, qui avait été l'ancien directeur des hôpitaux sous Pierre Mauroy. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est là qu'après tu rencontres Pierre Mauroy et que tu intègres la partie tourisme, ou ça se fait un peu comment? Alors je pense que ça a joué dans mon embauche, mais par contre il n'y avait aucun lien direct. C'est-à-dire que Jean de Carvaz-Doué était un grand personnage de l'État qui avait donc monté son cabinet de conseil privé. On était dans le domaine de l'audit conseil. J'allais avec des consultants seniors dans les hôpitaux psychiatriques notamment faire l'analyse des projets de soins, les propositions de réorganisation des hôpitaux. Donc c'était un grand moment, comme il existe d'ailleurs encore aujourd'hui. On est en transformation permanente dans les milieux de la santé publique. Et en fait, j'avais toujours bien sûr des attaches à Lille. Là, je travaillais à Paris pendant ces 2 années et des attaches à Lille. J'avais mon compagnon, mon mari aujourd'hui, qui était à Lille, et donc je cherchais à me rapprocher en même temps. Et j'ai eu connaissance d'un poste de chargé de mission en santé publique à la mairie de Lille, qui était ouvert pour candidater, et j'ai donc candidaté sur ce poste. Dans mon CV, on voyait que je travaillais à Sanesco, et puis effectivement, c'est au cabinet de Pierre Mauroy qu'on m'a proposé un poste qui n'était pas lié à la santé publique, mais plutôt chargé de mission, donc développement touristique, patrimoine, gestion événementielle. Enfin, il y avait pas mal de sujets, un portefeuille assez large pour une première expérience en cabinet dans une grande ville comme Lille. Et du coup, tu as fait ça pendant 4 ans, je crois, à peu près, c'est ça? Oui, voilà, j'ai travaillé donc, dans cette première mission de 97 à 2001, donc au cabinet de Pierre Mauroy. Le directeur de cabinet était Bernard Massé à l'époque. Et donc, c'est là que j'ai appris la collectivité publique. J'avais des parents qui étaient au Parti socialiste, le cœur à gauche, mais sans être engagés. Par contre, on parlait beaucoup de la chose publique avec mes parents et dans ma famille depuis que j'étais jeune, et assez vite je me suis passionnée pour cette ville et pour le fonctionnement de la collectivité territoriale au service des habitants. Je prends un exemple, le sujet de l'entretien du patrimoine cultuel de la ville. Déjà, il faut savoir que la ville de Lille est propriétaire de certains établissements cultuels, de presbytères, de certaines églises dans la ville, et que l'entretien concerne non seulement la communauté, mais aussi l'histoire de notre ville. Donc voilà, j'ai appris plein de choses, et puis on a monté avec Véronique David, qui à l'époque travaillait au cabinet de Pierre Mauroy et était en même temps adjointe au maire, déléguée au tourisme. On a monté les premiers bus touristiques à Lille, parce que c'était le développement du tourisme urbain. À une époque, on ne pensait pas qu'on viendrait en touriste passer le week-end à Lille, mais c'était vraiment cette époque de développement. Et avec des fonds européens, le montage d'un dossier européen, avec l'Office du tourisme, on a monté ce projet, et aujourd'hui, les bus sont encore là. Oui, c'est clair. Et du coup, après, tu rejoins Pierre Mauroy, on va dire, passe la main à Martine Aubry qui remporte la mairie. Et donc, c'est là que tu rejoins son cabinet. Donc, un peu une continuité, finalement. Oui, tout à fait. J'étais au cabinet de Pierre Mauroy. Je suis restée et arrivée au cabinet de Martine Aubry sur un autre poste, puisque, en fait, Martine Aubry était déjà adjointe au maire et présente en mairie de Lille. Donc, je la connaissais un petit peu. Et au moment où elle a préparé son élection, j'ai rencontré son directeur de cabinet, Hervé Barré, et elle a constitué une équipe. Et donc, voyant le travail que je faisais dans l'équipe précédente, elle m'a proposé un poste de chef de cabinet. Chef de cabinet, c'est plutôt s'occuper de l'ensemble de l'organisation de la vie publique du maire. Ça va de son agenda, son secrétariat particulier, à l'organisation de l'ensemble des événements protocolaires, des inaugurations, des sorties publiques, des conférences de presse du maire de Lille. Donc c'était un nouveau métier pour moi. Et Martine Aubry, à cette époque-là, a fait confiance à une jeune femme qui avait une petite expérience en cabinet pour l'accompagner, et j'ai appris mon métier aux côtés du maire de Lille. Et j'ai vu que tu avais aussi contribué à un événement qui, moi, m'a marqué en tant que Lilloise. C'était Lille, capitale européenne de la culture. Enfin, en tout cas, pour moi, ça avait vraiment été un temps fort, et ça a été une forme de basculement, en tout cas, dans l'image de la ville de Lille, que ce soit aussi bien en France ou même au niveau européen. Est-ce que pour toi aussi, ça a été un moment assez intense? Comment ça s'est passé? Ça m'intrigue un petit peu.
Il y a eu deux aspects à cet événement parce qu'il y a eu beaucoup de préparation les années précédentes. Il y a eu un aspect pour moi en tant que Lilloise comme pour toi d'un moment très fort, d'un moment de rayonnement de notre ville, de rassemblement aussi à l'image de ce qu'est notre ville. Je me souviens du bal blanc le 6 décembre 2003 qui lançait la capitale européenne de la culture. C'était un moment où tout le monde était dans la rue comme on sait le faire, en blanc. D'ailleurs ça ne s'est pas reproduit je pense. Pour faire la fête, pour danser, pour être ensemble avec de la mixité, de la solidarité. Donc c'était vraiment un moment très fort et j'aime les événements culturels où il y a aussi de la simplicité et du vivre ensemble. C'est ça aussi la culture dans notre ville. Même si les grandes expositions et les grands artistes sont importants aussi. Donc ça, c'est ce souvenir en tant que Lilloise, et puis un souvenir professionnel beaucoup plus difficile et sérieux. Difficile parce que c'était un très grand événement, il y avait des ministres, il y avait beaucoup de personnalités, il y avait tous les sponsors aussi de l'événement, donc les patrons des grandes entreprises, et donc la préparation du circuit des inaugurations des événements était à un niveau de charge et de stress très très important. Donc pour moi ça a été difficile mais réussi puisqu'on a réussi cet événement et que l'ensemble des personnalités comme les Lillois étaient heureux et en même temps ça a été un moment d'apprentissage très fort puisque j'ai managé une grosse équipe que j'ai appris à gérer justement dans l'urgence avec les exigences d'un maire qui était exigeante, dure parfois dans ces moments-là et ça forge à la fois le caractère et puis les capacités professionnelles. Et du coup, ton quotidien à ce moment-là, c'était des journées qui étaient bien remplies, parce que ça m'intéresse aussi cette articulation entre la vie professionnelle, la vie personnelle, surtout quand on se retrouve à des fonctions où on a quand même des responsabilités, un aspect de représentation aussi. Comment est-ce que tu arrivais à gérer les deux finalement ? Alors je gérais les deux, j'ai toujours un peu géré les deux, j'ai toujours été hyper active, travailleuse. Je pense que la danse classique forge aussi une certaine rigueur dans la façon dont on gère sa forme et sa production, on va dire. C'était une période où je faisais beaucoup de sport, donc j'ai toujours fait beaucoup de sport, ce qui me permettait aussi d'être en forme et de me sentir capable d'affronter l'ensemble des difficultés d'une journée. Et puis je gérais beaucoup avec le téléphone à distance, c'est-à-dire que le lien avec le maire était du matin 7h30 au soir 23h. J'organisais aussi ma vie personnelle comme je le souhaitais avec mon premier enfant qui était ma première fille qui était déjà née, c'est-à-dire que parfois je ne rentrais pas très tard et puis je retravaillais le soir pour pouvoir m'occuper d'elle au moment où elle avait besoin de sa maman et ça a toujours été très facile à organiser. Je pense que ce qui est important pour les enfants, c'est d'avoir des moments exclusifs pour eux. D'ailleurs, des fois, j'ai des regrets. Je pense que j'en ai pas fait assez et que des fois, on est entraîné dans la réussite professionnelle, dans l'engagement, dans le travail d'équipe. On est passionné. Et c'est vrai que même si on s'organise bien, les enfants ont besoin de beaucoup de présence des parents. Et donc, si c'était à refaire, je pense que je consacrais un peu plus à mes enfants que ce que j'ai fait, même s'ils vont bien aujourd'hui. Donc voilà, donc une organisation, on va dire, horaire souple qui me permettait d'être là au bon moment. Et puis, beaucoup de travail à distance aussi, le mail, le téléphone, qui sont encore plus développés aujourd'hui que ce n'était dans ces années-là, mais qui permettaient de travailler avec le maire et les équipes facilement. Et donc du coup, après ce gros projet de Ligue capitale européenne de la culture, du coup tu es mis sur des chantiers qui sont plus sur le lien, on va dire, générationnel entre les différents quartiers de la ville, avec des projets qui sont toujours présents, comme l'île Plage, l'île Neige. Ça a été aussi pour toi une étape importante dans la connaissance finalement des différentes relations qui existent dans les quartiers, de mettre aussi en valeur des quartiers qui sont peut-être un petit peu moins valorisés, on va dire, que des quartiers vraiment du centre. Est-ce que pour toi, c'était aussi important, cet aspect-là ? Oui, alors ça, c'est les années 2006-2007. C'est le projet Lille-Ville de la Solidarité. C'est un projet qui m'a été confié, à l'époque, j'étais directrice adjointe de cabinet, qui était vraiment l'idée de rapprocher non seulement les associations, les acteurs institutionnels de l'action sociale, mais aussi les citoyens qui n'étaient pas forcément engagés dans des associations, et puis par exemple les clubs services comme le Rotary ou le Lions Club. Moi j'avais eu l'occasion de rencontrer ces acteurs en fait de la société civile et je mesurais à quel point l'ensemble de leur domaine d'activité était en silo
et combien il y avait besoin de les rapprocher, de les faire travailler ensemble pour produire plus d'effets à la solidarité. Parce que même si les associations font un travail formidable, ainsi que les institutions comme le département ou la ville sur l'action sociale, eh bien, il y a toujours, et encore aujourd'hui dans notre ville, trop de pauvreté, trop de difficultés, trop de femmes seules ou de familles monoparentales qui n'arrivent pas à faire les fins de mois, à boucler les fins de mois. Donc on était parti de ce constat qu'on ne faisait pas assez. Et pour faire plus, on a réfléchi aux nouvelles formes d'engagement solidaire dans ces quartiers et ailleurs. Et on s'est rendu compte notamment qu'il y avait beaucoup de citoyens qui avaient envie de s'engager, mais qui ne voulaient pas forcément le faire au sein d'une association. Parce que dans une association, il y a un rythme, un engagement dans la durée, des réunions de conseil d'administration, ça peut faire peur. Et donc, j'ai travaillé sur des formes un peu expérimentales d'engagement solidaire. Donc, c'est des bons souvenirs parce que toutes ces idées, elles sont venues de la co-construction avec les personnes avec lesquelles j'ai travaillé. C'est d'ailleurs une méthode que je reproduis aujourd'hui, c'est s'inspirer des solutions pratiques, du bon sens des gens qui vivent les sujets dans la ville. Et par exemple, on s'est dit que le soir de Noël et de Nouvel An, même si les associations faisaient beaucoup de choses autour des fêtes de fin d'année, les vrais jours, il n'y avait pas d'initiative qui permettait aux personnes isolées, aux personnes âgées isolées, de passer le soir du réveillon de Noël entourées. Et donc, on a décidé de monter un premier réveillon solidaire, c'était à Fives la première année, et de faire un appel à l'engagement des Lillois pour l'organiser et à l'engagement des entreprises pour offrir des denrées pour préparer ce réveillon. Et la première année, on a eu un succès immense, bien sûr. En termes de bénéficiaires, on avait environ 200 personnes qui se sont inscrites à ce réveillon gratuit de Noël, des personnes seules, âgées, qu'on allait parfois chercher à domicile avec la petite camionnette de la ville. Et puis, on a eu 80-90 bénévoles le soir de Noël, donc des gens qui étaient prêts à finalement faire différemment que leurs habitudes pour venir s'occuper des autres. Et puis ces réveillons de Noël, ils existent encore aujourd'hui, ils ont évolué dans leur forme. Mais là, on avait à la fois des associations, des personnes qui n'avaient jamais rien fait de particulier dans la solidarité, et puis des acteurs de la mairie qui, tous ensemble, créaient un événement de solidarité. Et puis on a aussi, à cette période-là, effectivement testé le parrainage d'enfants qui ne partent pas en vacances par des enfants, des familles qui sont proches d'eux dans la même école. Donc on a contacté au sein des écoles les parents d'élèves. On est allé avec le maire de Lille dans des conseils d'école présenter le projet. Et effectivement, des familles ont proposé d'emmener un petit garçon ou une petite fille de la même classe parfois que l'enfant. Ils avaient une place en plus dans la voiture pour partir en vacances ou dans le train. Et on a fait ça sérieusement avec un soutien associatif sur les assurances, l'organisation, la responsabilité. Et ça s'est très bien passé. Ça aussi, ça perdure encore aujourd'hui. Et puis Lille Plage, Lille Neige, qui ont été des succès. Donc beaucoup de sujets, le parrainage des clubs sportifs par des chefs d'entreprise, qui permettaient finalement de rapprocher certains acteurs dans la ville qui ont envie de faire des choses mais qui savent parfois pas comment être utiles et à quel endroit. Et c'est encore des demandes que j'ai aujourd'hui. Moi, je suis encore au Rotary aujourd'hui. Beaucoup de gens sont très impliqués pour la solidarité au sein de ces clubs services et ils cherchent parfois une association pour faire bénéficier du don d'un véhicule. Et donc, c'est la mairie qui est normalement le lien, la clé de voûte qui va faire ce lien entre différents acteurs de la solidarité pour la rendre plus efficace. Donc ça, c'est vraiment un modèle dont je suis fière au moment où je l'ai créé à l'époque, et puis que j'ai envie de mettre en œuvre à plus grande échelle quand je serai maire de Lille. D'accord. Et donc après, tu as managé, je crois, une équipe à peu près de 100 personnes au niveau de la mairie. C'était donc directrice de cabinet, c'est ça ? Oui, alors directrice de cabinet, c'est un poste beaucoup plus large, effectivement. Donc on est là après les élections de 2008. Et directrice de cabinet, c'est à la fois l'ensemble des événements publics du maire, mais c'est aussi l'animation d'une équipe de conseillers politiques qui préparent les dossiers, les éléments de langage, les discours, les notes d'analyse. Et puis le management de l'ensemble des équipes administratives du cabinet. Il y a une équipe qui gère l'ensemble du courrier qui arrive à l'attention du maire, les demandes de logement, les demandes d'emploi, les demandes personnelles, les pétitions des riverains quand il y a un problème, par exemple, d'appâtage d'arbres ou de voirie ou de travaux.
Et puis, il y a l'équipe communication, le service communication de la ville et les relations internationales qui étaient à l'époque donc rattachées au cabinet du maire. Donc, ça faisait une grosse équipe, oui, plus d'une centaine de personnes, avec bien sûr des responsables de pôles engagés. Ce sont des fonctionnaires municipaux, donc en général, c'est des gens bien formés, engagés, fidèles, qui aiment faire progresser leur ville. Je suis en contact d'ailleurs encore avec beaucoup d'entre eux, oui, j'imagine. Voilà, qui me font des signes, ou les enfants de certains. J'ai une jeune femme, là, il n'y a pas longtemps, qui m'a contactée. Je suis la fille de Pierre, avec qui tu travaillais, sous Pierre Mauroy. C'est un réseau de Lillois qui sont là et qui sont engagés dans leur ville, et leurs enfants souvent aussi. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu décides de rejoindre la SNCF, de repasser finalement sur la partie entreprise? C'est quoi le déclic chez toi? Alors, c'est le déclic des 40 ans, comme beaucoup de personnes. On dit à la crise des 40 ans, moi, c'était pas une crise, mais ça c'est plutôt préparé. Mais en tout cas, c'est des moments où on fait un point sur sa vie. Non, trêve de plaisanterie, entre le moment où j'étais directrice de cabinet et le moment où j'ai choisi d'aller à la SNCF, il y a eu une évolution aussi dans mes convictions, dans le travail que je faisais, dans la relation avec le maire. J'ai toujours eu une très bonne relation de travail avec le maire, mais sur le plan des choix stratégiques qui étaient faits, quand on est directeur de cabinet, on n'est pas la personne qui est dans l'exécutif municipal. Ce sont les adjoints au maire qui décident des politiques avec le maire. Et donc, il y avait plusieurs sujets sur lesquels j'étais de plus en plus en distance sur les choix qui étaient faits. On a parlé de la capitale européenne de la culture. Ensuite, ça a donné lieu à Lille 3000, qui est un mastodonte de production d'événements culturels piloté par la mairie de Lille. Moi, j'avais la conviction, et de plus en plus renforcée, que le fait de favoriser ce type de grosses hyperstructures culturelles, comme le font d'autres villes d'ailleurs, qui pilote l'ensemble de tous les événements, de tous les budgets pour des grandes expositions à Lille, n'a pas eu un effet durable et ancré sur l'emploi culturel dans les structures des quartiers de notre ville et sur le développement de notre ville dans ces quartiers. Oui, surtout, ça donne l'impression, personnellement, qu'en fait... en dehors de ça, de ces événements-là, il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est que y a Lille 3000, il y a la période pendant laquelle ça dure, et puis après, hop, ça retombe et on attend le prochain pour revoir des expos intéressantes, que ça soit dans des lieux comme le Tripostal, la gare Saint-Sauveur, etc. Et que, voilà, ça fait un petit peu hop le soufflet et hop, ça retombe. Ça, c'est le biais, justement. Ce sont des événements qui sont des hyperstructures avec des budgets de communication énormes, en millions d'euros. Et forcément, en fait, il y a une grande richesse culturelle dans notre ville. Il y a plein d'établissements culturels. Il y a les intermittents du spectacle qui ont des groupes de musique, qui se produisent dans les bars, dans les lieux culturels. Il y a des petits lieux d'expo. Il y a plein de richesses. Il y a les artistes plasticiens. Le problème, c'est qu'ils sont très peu visibles face à ce mastodonte culturel, qu'en plus, ils sont très fragiles. Les artistes vivent aujourd'hui dans la précarité, encore plus dans notre ville. Il manque de lieux de résidence, de lieux d'ateliers de création. Et donc, tous nos talents locaux, nos musiciens, manquent de valorisation. Et ça, c'était un sujet sur lequel, effectivement, j'avais une vision très, très opposée à celle de Martine Aubry, et ce qui s'est renforcé dans mes convictions au fur et à mesure des années. Et puis après, il y avait d'autres sujets. C'était la grande époque de la consultation sur les rythmes scolaires. Voilà, on avait un maire qui avait choisi d'imposer, je peux dire ce mot, le samedi matin pour la ville de Lille. On était une des seules villes à avoir choisi le samedi matin pour l'école, expliquant que finalement c'était mieux pour le rythme de l'enfant, avec des raisons scientifiques, et puis c'était mieux aussi pour les parents, et que de toute façon ceux qui râlaient, n'étaient pas contents, étaient ceux qui avaient les moyens et qui partaient en week-end, et que ça dérangeait. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime caricaturer, catégoriser les personnes. Je pense que ceux comme moi, qui étaient opposés au samedi matin, avaient plein de bonnes raisons. La vie a changé. Les couples, souvent, travaillent tous les deux. On n'a pas le même rythme de vie. Vous parlez de vie personnelle tout à l'heure. Dans les couples, le week-end est très important pour pouvoir passer du temps avec ses enfants. Et puis, il y a beaucoup de familles recomposées, déchirées parfois, qui nécessitent qu'un père ou une mère se déplace pour aller chercher un enfant. Et l'école du samedi matin, pour moi, ne correspondait pas à la modernité, à la réalité de la vie quotidienne des Lillois. Donc c'est un sujet sur lequel aussi je n'étais pas en phase avec les choix municipaux, et c'est difficile quand on est
est directeur de cabinet, Quelque part, d'être de mettre en porte-parole, place, voilà, de convictions qu'on ne partage pas. Il s'est avéré que 2 ans après ou 3 ans après, il y a eu une grande consultation publique à la ville de Lille qui a donné raison aux parents qui ont choisi donc de remettre l'école le mercredi matin, et ils ont enfin été entendus par la ville. J'ai d'ailleurs aujourd'hui dans mon équipe les 2 mamans qui ont mené ce dialogue, ce combat avec la ville de Lille pour obtenir ce référendum auprès des parents. Voilà, il y avait ces sujets-là. Il y avait aussi la relation aux commerçants. J'ai beaucoup travaillé sur l'harmonisation des terrasses du centre-ville. Vous voyez aujourd'hui que ce sont les mêmes parasols, les mêmes baies vitrées. Tout ça, c'était un gros travail de concertation que j'ai mené avec les commerçants. Moi, j'aime beaucoup les commerçants. Je respecte aussi ces métiers parce que ce sont des gens qui entreprennent, donc qui prennent des risques, beaucoup de risques financiers, personnels, qui travaillent souvent en famille, à des heures pas possibles. Donc j'ai beaucoup de respect pour ces métiers-là, et je trouve que voilà, la relation avec la ville était et est encore aujourd'hui très difficile, très tendue, dans la contrainte, dans la méfiance, et je pense qu'aujourd'hui le commerce lillois a besoin de retrouver de la confiance et du dialogue, voilà. Donc tous ces sujets-là, il y en a d'autres, ont fait que j'ai fait mon chemin personnel. J'ai eu la chance aussi de pouvoir entrer à la SNCF au moment où nous préparions la campagne municipale, et pendant cette période où j'ai à la fois découvert le nouveau métier que je faisais à la SNCF, donc à l'agencement sonore de Carré Connexion, j'ai fait un chemin personnel, et j'ai décidé de renoncer à être élue aux côtés de Martine Aubry pour le mandat suivant de 2014. Donc renoncer à être adjointe au maire, renoncer à être à la communauté urbaine également, pour poursuivre mon expérience à la SNCF, et découvrir l'entreprise, la grande entreprise publique qui est SNCF. Et du coup, donc, tu avais pris en charge la relation client, c'est ça? C'est donc pour la partie nord, c'est ça au début pour En fait, au début, j'ai été embauchée à Gare et Connexion à Lille. Gare et Connexion, c'est la partie qui gère le patrimoine des gares pour la SNCF. Et je m'occupais de dossiers assez particuliers qui étaient très en lien avec mon ancien métier, qui était de mobiliser les élus. Par exemple, à Saint-Omer, j'ai travaillé beaucoup avec le maire de Saint-Omer, Monsieur De Coster, sur la réhabilitation des gares qui étaient classées monuments historiques, comme celle de Roubaix, Tourcoing, Saint-Omer dans notre région, qui n'avaient plus d'utilité, sous-utilisés, bâtiments vides, et pour lesquels il fallait inventer un projet collaboratif et partenarial entre les différentes collectivités territoriales, des entreprises, des commerces et la SNCF. Donc voilà, j'ai monté des projets comme cela sur Roubaix, Tourcoing, Saint-Omer. Il y en a beaucoup qui ont évolué depuis. Et je suis restée que 9 mois parce qu'à l'époque, on m'a très vite proposé de rejoindre le cabinet de la directrice générale de TGV à Paris. Donc je suis restée lilloise tout en allant travailler à Paris. Je fais comme énormément d'abonnés SNCF qui font ça, donc avec des allers-retours, pas forcément tous les jours, mais j'ai fait ce choix parce que c'était une très belle opportunité. Et donc j'ai pendant près de 4 ans géré le cabinet et les relations publiques de la directrice générale du TGV à Paris. Et puis depuis 2 ans, je suis directrice de la relation client, donc qui est un métier plus opérationnel, plus en lien avec les métiers, des chefs de bord, les vendeurs, les espaces d'accueil dans les gares. Mais j'ai beaucoup apprécié toute cette période-là parce que ça permet de sortir des métiers justement de la communication, de la presse et de rentrer vraiment dans l'opérationnel, dans la transformation managériale, ce qui m'a beaucoup appris. Donc finalement, ton expérience en fait précédente a été pour toi un tremplin aussi pour pouvoir finalement mettre en pratique à la fois les aspects managériels, organisationnels que tu avais pu développer en travaillant à la mairie. Oui, c'est ça, c'est vraiment, voilà, des fois les parcours dans une vie se complètent naturellement sans qu'on ait tout calculé à l'avance, mais c'est vrai que ces années à la SNCF, elles m'ont permis d'utiliser les compétences que j'avais acquises sur le terrain, au cabinet des maires de Lille, mais ces 6 ans à la SNCF, ils m'ont aussi permis vraiment de me développer personnellement en termes de maturité, de gestion sur le long terme, de la transformation managériale, de la mobilisation, de donner du sens. SNCF est une entreprise en grande transformation permanente. On a de la digitalisation, de la modernisation des métiers, de la performance à faire. Il y a beaucoup d'exigences de l'État envers cette grande entreprise publique. Et donc, c'est une entreprise qui m'a donné l'occasion de me former. Donc, de me former avec des experts, des intervenants, développement personnel,
développement technique. Et donc, pour ça, je suis très reconnaissante à SNCF parce qu'en 6 ans, j'ai eu l'impression de vraiment beaucoup progresser. Et aujourd'hui, j'utilise finalement tout ce que j'ai appris dans l'engagement politique que j'ai repris. Il y avait un de tes postes, moi, qui m'avait un petit peu intriguée à la SNCF, c'était la direction des relations sensibles. C'était quoi exactement? Enfin, c'est de la curiosité, hein, mais... Alors, c'est direction des situations sensibles. Ouais. En fait, aujourd'hui, je dis aujourd'hui, hein, j'arrête de travailler dans une semaine, mais j'ai 2 directions. J'ai la direction des situations sensibles que j'ai créée en fait en début 2018. Et puis, j'ai pris en plus la direction de la relation client, qui est beaucoup plus grosse, mais donc j'ai les 2 postes en même temps. Et aujourd'hui, la dame qui me succède a pris ses fonctions et on est en train de faire la transition. Situation sensible, c'est qu'en fait, on a regroupé plusieurs équipes au moment d'une grande réorganisation à l'intérieur des services de voyage SNCF qui s'occupent de la grande vitesse ferroviaire. On a regroupé le service Accès Plus, qui est le service d'accompagnement des personnes en situation de handicap pour faire leur voyage. C'est un service gratuit de SNCF. Chaque personne qui a un problème de béquille ou de fauteuil roulant ou quelqu'un qui est aveugle, qui a besoin de voyager en train, peut faire appel par téléphone ou en digital à la réservation d'un accompagnant. D'accord. Voilà, ça s'appelle Accès Plus. Donc c'est un service qui est très précieux, très utilisé à SNCF dans toute la France pour des voyages en TGV et en TGV plus TER. Et puis on a aussi regroupé dans ce service situation sensible toutes les attentions qui sont portées aux clients en cas de situation perturbée. C'est-à-dire que quand vous avez un train en retard, ça n'arrive jamais sur le Paris-Lille, mais quand on a un train en retard sur des longues distances par exemple, eh bien la SNCF met en place des plateaux repas, des collations, distribue des bouteilles d'eau. Quand c'est la canicule aussi, on a tout un dispositif de crise qui est mis en place. On a aussi tout ce qui est, quand il y a un gros retard, une grosse perturbation, prise en charge hôtel et taxi pour l'ensemble des clients. Tout ça, c'est géré dans mon service. Ce sont les situations sensibles, soit liées à sa propre condition physique, on va dire, ou difficultés temporaires ou durables, ou les situations sensibles liées aux conditions de voyage qui font qu'il y a des perturbations dans le train. Et puis on a aussi les volontaires de l'information dans cette équipe. Les volontaires de l'information, ça tout le monde connaît, c'est les gilets rouges. À la SNCF, dès qu'il y a un problème dans la gare ou qu'il y a des grands moments, comme par exemple les examens du bac, on mobilise l'ensemble des salariés qui sont dans les bureaux pour venir sur le terrain prêter main forte. Ça fonctionne très très bien. C'est un très beau dispositif d'engagement bénévole des salariés dans des situations de crise, et c'est vraiment dans l'ADN des SNCF. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'entreprise qui est vraiment citée en exemple partout en France sur la mobilisation de ses salariés. Et donc du coup, à un moment, tu te dis, voilà, j'ai fait à peu près au bout de 4-5 ans à la SNCF, tu reviens avec l'idée de t'engager pour la ville, d'abord via un collectif, c'est ça? Oui, alors on a créé un collectif début 2018. Après, c'est en fait parallèle à mon évolution professionnelle. C'est-à-dire que je suis toujours restée lilloise pendant toute cette période. J'ai continué de vivre dans ma ville et d'observer son évolution. Et j'ai vécu aussi, comme beaucoup de Lilloises et Lillois, les grandes transformations à la fois positives, mais aussi qui ont posé problème. Je pense au plan de circulation, par exemple, qui a beaucoup choqué dans la méthode, dans la façon dont il a été imposé, expliqué ou non expliqué. Et j'entendais autour de moi en permanence des personnes dans l'incompréhension, la situation de blocage. J'ai des amis commerçants qui disaient on a essayé de discuter avec la mairie, on n'arrive pas, c'est bloqué. Donc il y avait le sujet du plan de circulation, le grand sujet de Saint-Sauveur, la contestation massive de l'ensemble des associations, des riverains sur le dernier espace vert de Lille. Qui pouvait être préservé pour en faire un second poumon vert, et dans lequel on prévoit 2500 logements, une piscine olympique, une fosse de plongée, enfin un projet qui est imposé et qui n'entend pas l'ensemble des
contribution dans un premier temps, puis contestation dans un second temps. Donc voilà, j'étais observatrice de l'ensemble de ces mouvements citoyens et de ces relations avec le maire et la mairie de Lille. Et puis j'étais aussi moi-même utilisatrice et je vois une ville qui, dans beaucoup de quartiers, moi j'habite à Fives, qui est un quartier très populaire, des quartiers qui globalement se dégradent en termes de qualité de vie, la propreté, la sécurité, la qualité des commerces aussi. On voit des devantures commerciales à la rue Pierre-le-Grand de Fives, qui était une rue brillante, attractive, qui aujourd'hui n'a plus du tout le même rayonnement. On est ici aujourd'hui rue Gambetta, c'est pareil, une rue Gambetta qui a du mal à renaître. Il y a un petit peu de prémices de nouvelles boutiques qui reviennent. Tout ça, voilà, des constats que j'ai partagés avec des amis lilloises et lillois, que j'ai partagés avec des femmes et des hommes politiques que j'ai croisés pendant ces années. Et effectivement, en 2018, on a décidé de créer un collectif avec quelques-uns, notamment aussi avec Ingrid et Mélanie qui avaient mené cette concertation sur les rythmes scolaires. Donc au début, on était 4-5. Il y avait Christophe Itier, qui est aujourd'hui au commissaire à l'économie sociale et solidaire, Ingrid, Mélanie, on avait voilà, différentes personnes, des gens d'agences de communication qui travaillaient à la région et qui étaient en retraite, enfin voilà, différentes personnalités. Et puis de 4 à 10 à 20, on s'est retrouvés à la braderie de Lille en septembre 2018 à lancer officiellement un collectif pour les municipales à Lille en 2020 et très vite Christophe et moi ayant le leadership sur ce groupe, j'ai pris la décision d'annoncer ma candidature après discussion avec lui au mois de novembre 2018. Et comment après tu rejoins finalement comment ça se passe avec la République en marche est-ce que c'est eux qui t'approchent, est-ce que je sais Christophe Itier, ça c'est aussi quelque chose qui a été progressif. D'abord j'ai voté aux 2 tours Emmanuel Macron au moment des présidentielles. J'ai trouvé dans le mouvement qu'a créé Emmanuel Macron vraiment la méthode et la dynamique dans laquelle je situais ma propre action politique jusqu'à présent. C'est-à-dire, comme on l'évoquait sur Ville de la Solidarité, faire de la politique avec du bon sens, du pragmatisme, associant sans juger, sans faire des catégories, associant des différents acteurs de la société civile, des associations, des entreprises, sans opposer le public et le privé, pour créer de la valeur ajoutée dans notre ville, que ce soit dans la solidarité, dans l'économie, dans le développement de chacun. Donc j'ai trouvé dans cette proposition politique, bien au-delà des clivages, faisons confiance au nouveau visage de la politique, vraiment un ADN qui me correspondait. Donc j'ai suivi de très près bien sûr cette élection présidentielle, les élections législatives, et puis j'ai adhéré à la République en marche tout début 2018 donc déjà au moment où j'ai annoncé ma candidature à la mairie de Lille, j'étais déjà dans l'ADN du mouvement, entourée de personnalités du mouvement, de certains députés, de personnes qui m'apportaient leurs conseils, leurs idées pour participer à ce projet. Et donc, je me suis engagée dans la compétition interne pour l'investiture La République en marche pour la ville de Lille. Et du coup, là, comment ça se passe? C'est un grand oral? Je veux dire, c'est un petit peu curieuse de cet aspect-là aussi. Qu'est-ce que tu as dû faire ou proposer, en tout cas, pour être à la fin choisi? Il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase 2018 jusqu'à juillet 2019, donc 1 an et demi de campagne de terrain. Ça, je pense que ça a énormément compté dans l'investiture que j'ai obtenue, parce que quand on a un collectif d'une centaine de personnes autour de soi, qui rassemble de la social-démocratie jusqu'au centre droit, avec une partie d'adhérents de la République en marche et une partie de nouveaux visages de la société civile, on représente vraiment la façon dont le mouvement souhaite implanter les élus locaux demain dans les villes de France. Et puis cette campagne de terrain, ça a été aussi une campagne qui a donné de la visibilité, de la notoriété à ma candidature. Et il était important, je pense, pendant cette pré-campagne, de montrer qu'il y avait une alternative possible pour le projet lillois. Montrer aux Lilloises et aux Lillois qu'il n'y avait pas de fatalité et que c'était pas forcément encore la même équipe qui allait être réélue et qu'il y avait une possibilité d'avoir une nouvelle vision, de proposer une nouvelle vision, une nouvelle dynamique pour Lille. Et je pense que ça, on a réussi dans cette période de pré-campagne. Puis après, la deuxième partie, c'est l'oral lui-même de la Commission nationale d'investiture,
Écoutez, moi j'ai pris cet oral avec grand sérieux. D'abord parce qu'une commission nationale d'investiture présidée par Alain Richard, ancien ministre de la Défense, c'est très impressionnant. En plaisantant avec mon équipe, en préparant, ils m'ont dit tu verras c'est comme un grand oral de l'ENA, sauf que j'ai pas fait l'ENA. Eh bien on a préparé comme un grand oral de l'ENA, c'est-à-dire que j'avais un dossier écrit dans lequel j'ai à la fois présenté ma stratégie politique pour gagner Lille, à la fois l'analyse électorale, la dynamique de communication, la dynamique de mobilisation des citoyens. Et puis, dans ce dossier, on a bien sûr montré la façon dont on souhaitait mener cette campagne avec des exemples concrets tirés de cette première année et demie sur le terrain. Et puis, j'ai préparé une présentation orale, me disant que j'aurais peut-être 15-20 minutes de présentation et ensuite des questions-réponses. Et ça a été le cas. Donc, Alain Richard m'a donné la parole. Et puis, j'ai eu des questions-réponses des personnes qui étaient là, d'excellents niveaux, souhaitant vraiment mesurer la motivation et la capacité à gagner et à vouloir gagner. Je pense que pour gagner une élection et gagner la mairie de Lille, d'abord c'est bien d'être une vraie Lilloise. Je pense que c'est important d'aimer sa ville, de connaître sa ville, d'être entouré de Lillois engagés. Et c'est important aussi d'avoir l'énergie, d'avoir l'envie. Parce que pour donner aux uns et aux autres autour de moi l'envie d'y aller, c'est beaucoup de sacrifices une campagne électorale. C'est les soirs, les week-ends, être sur le terrain, être fatigué tout le temps, devoir répondre positivement à toutes les sollicitations, ne jamais avoir l'air excédé, énervé, être à l'écoute. Utiliser tout ce qu'on entend pour proposer un programme intelligent et opérationnel pour améliorer la vie des gens, trouver des solutions concrètes. Et donc tout ça, c'est vrai qu'il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, et je pense que c'est ça qu'a testé aussi la Commission nationale d'investiture. C'est ma capacité à emmener un collectif, à emmener toute une équipe de la République En Marche et d'ailleurs autour d'un combat qui va être très difficile et que nous devons gagner. Et du coup, je voulais revenir un peu par rapport à ta famille. Moi, tu vois, j'ai eu des parents, ce que je t'expliquais avant notre entretien, qui étaient engagés politiquement, qui ont fait des élections municipales, donc pas sur l'île, mais en Lorraine, là où j'ai grandi. Donc j'ai pu voir ce que c'était en tant qu'enfant. Moi, j'étais plus petite que tes enfants, j'avais une dizaine d'années, donc c'était pas du tout au même âge et tout ça, mais on voit l'engagement que ça demande. Et du coup, qu'est-ce que tes enfants pensent aussi du fait que tu te lances après toute cette carrière, de comment eux ils vivent ça? Donc j'ai des filles, des grandes filles, la plus petite à 14 ans. Donc déjà c'est une chance parce que je pense que c'est un bon moment pour moi. À 14 ans on commence à avoir de l'autonomie, même si on a besoin de papa et maman. C'est un moment où on aime bien aussi aller en ville avec les amis, ne pas être trop embêté. Donc je pense que ça aurait été différent si j'avais eu des enfants en plus bas âge. Ça me donne une certaine liberté dans mon organisation. Après, il y a deux réactions des filles. La première, c'est effectivement la peur que ce soit difficile, la peur que je sois fatiguée, la peur que je m'en prenne plein la figure, comme elles disent, parce qu'on sait que médiatiquement, une campagne politique, c'est difficile. Donc la peur pour moi, et puis de moins me voir, donc aussi un sentiment un peu égoïste, de moins voir maman et qu'elle soit moins disponible, ce qui est une réalité, il ne faut pas se le cacher, mais aussi beaucoup de fierté. Des filles qui voient leur mère s'engager après avoir eu la carrière que j'ai eue dans la politique, où on sait que c'est difficile, où on sait que c'est dans la politique locale, c'est-à-dire être au service des gens. Quand on fait un projet pour être maire de Lille, c'est d'abord être au service des citoyens. On sait qu'on va y consacrer tout son temps, toute son énergie. C'est un sacrifice. Et donc c'est quelque chose, en particulier pour une femme, je pense que les enfants voient positivement. Et donc mes filles, elles sont leur cœur balance entre je vois un peu moins maman, mais qu'est-ce que je suis fière de maman. Et donc je pense que ça, on doit l'utiliser positivement, y compris pour elles, mais y compris plus largement pour les femmes qui souhaitent s'engager soit en politique, soit finalement dans une carrière professionnelle. Parce que c'est un peu la même énergie, il faut avoir confiance en soi, il faut oser s'imposer au bon moment, il faut moins douter. Vous savez, aujourd'hui, on a 24 groupes de travail qui travaillent sur toutes les thématiques pour faire des propositions pour le programme. Donc j'ai des femmes et des hommes qui sont chefs de file de ces groupes de travail. Eh bien,
les hommes font leur travail et animent leur groupe. Et dans les femmes, il y en a à peu près la moitié, il y en a 2 qui m'ont appelé déjà depuis le début de l'aventure en me disant tu sais Violette, je me pose des questions, je suis pas sûre que je suis à la hauteur parce que tu m'as fait confiance. C'est des femmes qui n'ont jamais fait de politique avant. Tu m'as fait confiance, mais tu sais, il y a un tel qui dit qu'il faudrait faire comme ça et un tel qui dit qu'il faudrait faire comme ça. Et peut-être que tu préférerais mettre quelqu'un d'autre à ma place. Là, elle me parlait d'un homme. Et donc, c'est moi qui dois les rassurer et leur dire non, si je t'ai choisi, si je t'ai proposé ça, c'est qu'en fait, tu peux avoir confiance en toi. Mais c'est très féminin et je pense que l'engagement que je prends, il doit aussi être un engagement de courage et d'assertivité chez beaucoup de femmes en général. Donc, voilà comment vivent mes filles les choses. C'est pas tout blanc ou tout noir. Voilà, il y a des hauts et des bas et on le vit ensemble. En tout cas, elles sont vraiment très présentes avec moi et elles m'encouragent. Et du coup, pour revenir aussi, je voulais justement te parler du fait que tu sois une femme. Donc, tu as eu quand même une carrière hyper intéressante, très riche, et où du coup, tu as quand même dû aussi... moi, j'ai lu beaucoup de choses, en tout cas, sur la place des femmes dans le monde professionnel, aussi les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer, le fameux plafond de verre, l'autocensure, les préjugés aussi sur les femmes qui ont des enfants, etc. Est-ce que toi, du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu ? Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as combattu à l'intérieur de toi-même, de te dire non mais en fait ça je peux le faire, je vais réussir. Enfin comment toi tu as géré ça? Je pense que j'ai 2 chances particulières dans ce parcours qui m'ont permis d'avancer. La première chance, c'est d'avoir... alors non, je dirais 3 chances. La première chance, c'est d'avoir une famille stable, des parents qui m'ont beaucoup encouragée, qui avaient un niveau de vie qui m'a permis de vivre de façon heureuse. J'ai pas eu de difficultés dans mon enfance, j'ai fait de la danse, j'ai fait des études, donc c'est une chance que tout le monde n'a pas. Et donc je pense que ça donne une solidité intérieure. La deuxième chance, c'est que mes parents m'ont énormément poussée et m'ont parfois contrainte à faire des études. Moi, je voulais être danseuse, j'aurais bien tout arrêté pour faire que la danse. Ils ont dit, ok, tu peux être danseuse, mais tu fais quand même maths sup bio en même temps. Et donc, il y avait toujours ce niveau d'exigence, cette obligation, qui est, quand on est jeune, plutôt mal vécue. J'étais souvent en conflit avec mon père. Mais finalement, comme beaucoup d'entre nous, on remercie les parents quand ils nous ont obligés à faire telle chose ou telle chose. Donc je pense que le fait d'être contraint à un moment quand on est jeune et d'avoir de la rigueur, de l'exigence, forge un caractère qui m'a donné beaucoup de stabilité intérieure. Et ça, je pense que c'est une force, une chance que j'ai. Je ne l'ai pas spécialement mérité, mais ça me permet d'avancer. Et puis, la troisième chance, c'est mon mari. C'est que j'ai connu mon mari jeune et que j'ai un mari qui, lui, n'a pas fait d'études, un self-made man, comme on dit. Il dirige un établissement culturel, il a fait ses progrès seul, sans avoir fait d'études. Et en même temps, dès le début, quand j'étais étudiante, il m'a toujours énormément poussée et soutenue. C'est quelqu'un qui a toujours valorisé l'engagement et la responsabilité de la femme. Et donc, j'ai un mari qui a toujours été un moteur et pas un frein. Et je pense que dans beaucoup de couples aujourd'hui, dans la façon dont on gère la famille, dans la façon aussi dont on gère la relation homme-femme, il y a encore cette idée que l'homme doit gagner plus que la femme, que l'homme parle plus à table que la femme. Et je pense que c'est dans le comportement quotidien et dans le parcours d'une vie qu'une femme comme moi peut se sentir libre de faire ce qu'elle a envie et de pousser ses passions et ses convictions jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il est en soutien très très fort derrière moi et c'est une grande chance parce que quand je discute avec les femmes qui souhaitent s'engager en politique aujourd'hui, elles ont des freins. Elles ont des freins d'abord de responsabilité de mère, de familiaux et tout ça, et puis de disponibilité. Je pense que c'est pas si simple de faire tout ce qu'on a envie quand on est une femme. Tout ce dont on a envie quand on est une femme, pardon. Oui, c'est sûr, il y a encore des progrès à faire de ce côté-là. Oui, je trouve que ça progresse bien, en particulier chez les jeunes. Je trouve que nos filles sont très féministes, sont très, très engagées, autant pour le climat que pour l'égalité homme-femme et que pour l'avenir de notre planète. Et je pense que ça aussi, c'est une chance pour l'avenir de nos villes. On dit beaucoup que
Moi, j'ai entendu beaucoup en politique le monde du repli sur soi, l'individualisme, le capitalisme, il n'y a plus de solidarité, etc. Un espèce de fatalisme, de dramatisation. Moi, aujourd'hui, dans les rencontres que je fais, dans le nombre de personnes qui viennent rejoindre ma campagne, qui est totalement impressionnant, je vois des femmes et des hommes, jeunes et moins jeunes, qui s'engagent parce qu'ils veulent s'engager pour l'intérêt général. Quand on voit ces manifestations pour le climat, quand on voit demain, il y a une manifestation avec le planning familial sur le droit des femmes et le droit à l'avortement, les gens sont dans la rue et se mobilisent pour les bonnes choses, parfois pour protester, bien sûr, mais pour les convictions qu'ils ont. Et je trouve qu'on est dans un moment de rebond démocratique, de rebond citoyen qui est extrêmement intéressant pour la campagne politique que je mène. Et je trouve aussi même pour l'avenir, tu vois, quand je vois voilà, ces jeunes, moi à leur âge, j'avais une certaine conscience de par les professions de mes parents. Ma mère était assistante sociale, donc je voyais bien qu'on avait plus de chance que certaines familles, mais sur tout ce qui était par exemple le climat, etc., on n'était pas du tout éveillés comme les jeunes sont éveillés maintenant. Et moi du coup ça me donne énormément en fait d'espoir, quoi. Je me dis en fait finalement ils vont peut-être renverser ce système dans lequel on est actuellement, proposer quelque chose de nouveau, et que ça peut être hyper enrichissant pour eux et puis pour le monde de façon générale. J'ai la même analyse que toi. Je pense qu'on est, alors moi je suis plus vieille que toi, mais on est dans une génération, nous, où on a, pour certains, pas pour tous, mais pour certains, on avait peu de conscience écologique. Oui. Moi, j'ai pas été éduquée sur ces sujets-là. Dans la façon dont Martine Aubry gouvernait la ville de Lille, et la gouverne encore avec Europe Écologie Les Verts, ça a toujours été plutôt en conflit, comme une contrainte. En fait, on a toujours pris les exigences de ces élus verts comme des contraintes par rapport à ce que souhaitait faire le maire de Lille, que comme des opportunités. Il y avait quand même une façon très différente de voir l'écologie de ce qu'on voit aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est effectivement les enfants, les jeunes, les collégiens, ma fille de 14 ans qui dit c'est pas normal, la marche sur le climat vendredi, elle était pendant les heures de cours, nous on voulait tous y aller, on peut pas y aller, donc ils sont mobilisés dans leur pratique quotidienne aussi, pas seulement dans la protestation, mais dans le tri des déchets, dans le recyclage des bouchons pour faire des fauteuils roulants par exemple à la maison, dans la façon de consommer. Je pense que de plus en plus les jeunes par exemple vont aller vers les vêtements de seconde main recyclés. La grande époque d'acheter des marques ou des baskets à 50 euros ou à 100 euros, c'est la fin pour moi. Je pense qu'ils ont toute cette conscience-là et que du coup, ils nous l'imposent comme une responsabilité pour le monde de demain. Moi, je pense que ça va aider l'ensemble des partis politiques et pas seulement mon projet à prendre en compte la transition écologique, les enjeux de transition écologique et de lutte contre le réchauffement climatique au premier plan des programmes qui seront les programmes municipaux pour nos villes. Et donc, c'est pas une question de démagogie ou de communication. Quand on dit faire respirer l'île, c'est que c'est l'urgence qui nous l'impose. C'est l'urgence qui l'impose à l'ensemble des décideurs politiques, qu'ils soient militants d'Europe Écologie Les Verts ou non. En fait, l'écologie ne doit plus être prise en otage par un mouvement politique, mais doit devenir finalement le leitmotiv de tous les projets qui vont être produits demain, avec peut-être une nuance dans la façon dont moi je vois les choses, c'est la méthode. C'est qu'aujourd'hui, imposer, mettre sous contrainte, les gens n'en veulent pas. Les gens ont besoin de douceur, on est dans un monde dur, de comprendre le sens, ils ont besoin d'adhérer à un mouvement. Ils sont prêts à changer, les gens, mais il faut les accompagner, il faut leur donner les moyens. Tout le monde ne peut pas le faire à la même vitesse et il faut donc de la tolérance. Je dis toujours, une famille qui décidera demain de ne plus acheter de bouteilles en plastique pour l'eau et de passer à l'eau du robinet avec des carafes, elle a déjà fait un geste pour l'écologie. Il faut plutôt la féliciter que lui reprocher de tout ce qu'elle ne fait pas par ailleurs. Et donc, c'est une façon de voir la transition écologique. Il faut aller vite, il faut être un petit peu contraignant, notamment sur les questions de circulation automobile. Là, je crois que si on n'a pas la contrainte, on ne peut pas laisser le naturel se poursuivre comme aujourd'hui. Mais il y a des sujets sur lesquels il faut de l'accompagnement, de la facilitation. Et le milieu associatif et les jeunes le font beaucoup déjà.
Et du coup, le temps passe, mine de rien. Et j'ai 3 petites questions pour toi avant la fin de notre discussion. La première, bon là, comme tu es en campagne, j'imagine que tes journées sont hyper remplies. Est-ce que tu as un petit peu une journée type ou est-ce que tu as des rituels dans ta journée, en tout cas des moments, on va dire, qui sont un petit peu sacrés ou inamovibles dans ta journée? Qu'est-ce que c'est une journée de Violette Spilbou? Donc ce sont des grosses journées, effectivement. Bon, après, comme on dit dans ma famille, c'est toujours pareil, c'est toujours des grosses journées, c'était déjà le cas avant. Donc il y a pas beaucoup de changements. Après, je suis plus exposée publiquement, en fait. Ce qui change beaucoup, c'est que je passe beaucoup de temps avec les autres, moi à mon bureau, en fait. Et donc, c'est une fatigue qui est un peu différente. Mais en même temps, c'est passionnant et c'est très enrichissant, donc je m'y plais beaucoup. Donc c'est des belles journées. Je dirais que le moment sacré, c'est le petit café du matin. J'aime bien aller boire mon café souvent avec mon mari, un petit moment à deux, une demi-heure le matin, assez tôt, une fois qu'on a conduit ma dernière fille au collège. Donc on va au centre-ville, on va dans un quartier, on essaye de changer d'ailleurs assez souvent, et un petit café, regarder bien sûr la presse, les Twitter, discuter avec l'équipe des urgences de la journée. Donc je fais ça souvent au calme. Alors on peut avoir l'impression qu'on est tous les deux sur notre téléphone, mais en fait on travaille et on boit le petit café du matin. Donc ça, je crois que c'est assez traditionnel, c'est le moment. Il m'arrive dans les journées très longues qui se finissent par un dîner très souvent, puisqu'il faut que je vois beaucoup de gens et que je me fasse connaître au sein de différents acteurs de la société civile lilloise. Ça se termine parfois j'arrive à faire une petite micro-sieste de 10 minutes, un quart d'heure pour tenir toute la journée. Parce que quand on fait 6h du matin, 23h ou minuit tous les jours, après on n'est pas beaucoup plus fort que les autres, il faut des petits moments de repos. Et puis, donc, c'est une journée qui est rythmée entre des réunions collectives. En ce moment, on a beaucoup de réunions de travail sur le programme et où on accueille des nouveaux. Donc, j'investis beaucoup, en fait, sur la qualité et la façon dont on accueille les nouveaux ou les nouvelles personnes qui veulent s'engager dans la campagne. Parce que je pense que ça, c'est dans le monde en général. Quand on est bien accueilli quelque part, quand on se sent bien, quand on sent une ouverture d'esprit, eh bien, on a envie d'aller plus loin. C'est vraiment le premier contact qui est important. Donc, je passe beaucoup de temps en ce moment sur ça, à rappeler des gens, pour leur expliquer où je serai la prochaine fois où on peut se voir, à prendre un café avec des membres de mon équipe ou des nouveaux arrivés, pour qu'on puisse discuter et sentir qu'on a les convictions partagées pour aller plus loin ensemble. Demain, on va faire beaucoup de porte-à-porte, on va être dans le dur, des journées entières dehors. Pour ça, il faut avoir une équipe soudée. Donc, c'est là-dessus que j'investis beaucoup dans mes journées aujourd'hui. Et puis après, dans la semaine, j'essaye d'aller le dimanche matin ou à un autre moment à la séance de yoga qui est encore aujourd'hui en plein air parce qu'il fait beau le dimanche matin à la Citadelle. Voilà, de faire un petit peu d'exercice physique. J'ai pas beaucoup de temps, mais ça fait du bien. Respiration et exercice physique. Et si tu avais, je sais pas, un livre ou un film à conseiller, soit un livre qui t'a marqué, soit un livre que tu as beaucoup offert, voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? J'ai plutôt un livre qui est une frustration, mais j'arriverai à aller jusqu'au bout. C'est que je suis allée voir une conférence de Marek Alter il y a pas longtemps à Lille, et donc il m'a dédicacé son livre qui est sa biographie. J'ai commencé à la lire et puis je la lis par petits bouts parce que souvent quand je commence à lire, il est très tard le soir et j'ai tendance à m'endormir. Donc en fait, c'est ce livre-là que j'ai envie de terminer rapidement avant les vacances de Toussaint pour me mettre à d'autres livres. On m'en offre beaucoup en ce moment. J'ai Eric Orsena qui m'a offert, je l'ai rencontré dans le TGV il n'y a pas longtemps, il m'a offert Désir de ville, qui est un livre qu'il a écrit sur la nature en ville. Et donc, on va l'inviter à venir faire une conférence à Lille, mais je pense que les sujets de conception de la ville et de demain, de vision de la ville et des espaces publics pour concevoir une ville plus douce et plus respirable à horizon 2030-2040, sont des sujets dans lesquels je dois m'investir vraiment maintenant. J'ai déjà bien sûr des convictions, il faut que je les renforce, que je les travaille avec des experts. Je fais venir un spécialiste là bientôt, on va travailler sur la friche de Fifcaille, sur Saint-Sauveur justement, parce que en fait ici il y a plutôt une position dogmatique qui est imposée en fait par la puissance publique, par la ville, et je pense que les citoyens ont besoin de se projeter dans un autre modèle demain. Et donc on n'est pas seulement maire de Lille
Lille pour les sujets de vie quotidienne qui sont les plus importants, la propreté, la sécurité, pouvoir se sentir bien dans la ville. Mais on est aussi maire de Lille pour offrir une vision et des décisions structurantes qui doivent être prises pour le long terme. Je pense qu'aujourd'hui, on souffre à Lille de ne pas avoir de tramway. Parce que dans les 20 dernières années, il n'y a pas eu de décision structurante sur le transport public dans notre métropole. Donc ça, c'est des erreurs à ne pas reproduire. Et enfin, donc, 2 dernières questions. Ce podcast s'appelle La Boussole. Donc la boussole, ça montre le nord. Toi, à qui, à quoi tu voudrais montrer le nord? Donc montrer le nord, c'est soit montrer une direction, un chemin, une ligne à suivre. Voilà. Je vais dire aux femmes, on va rester sur le sujet des femmes parce que j'apprends aussi aux côtés des femmes qui sont à côté de moi dans cette campagne, j'apprends à mesurer à quel point il est important de donner confiance aux femmes pour aller plus loin. En fait, ce sont elles qui sont le cœur de nos vies, le cœur de nos familles. Elles ont un potentiel, une puissance qu'elles ne mesurent pas. Et je pense que mener cette campagne, certains me disent tu as beaucoup de courage, eh bien en fait je le prends pour elles. C'est-à-dire que ce courage, je veux qu'il serve aussi à montrer que c'est possible, qu'on peut se battre pour ses idées, on peut se battre pour des convictions qu'on a envie de mettre au service des autres et que les femmes sont tout à fait à la hauteur pour le faire. Et quel que soit le résultat de cette élection, que je vais gagner, j'espère bien, et quand je serai maire de Lille, je veux donner une place importante aux femmes, y compris dans les postes à responsabilité. Montrer que nous pouvons diriger cette ville ensemble avec les hommes en toute bienveillance, dans un équilibre qui nous permettra de nous exprimer pleinement. Et dernière question, si tu avais quelqu'un à me conseiller de rencontrer dans le cadre de ce podcast, que tu auras un nom, une personne que tu dis tiens, ça pourrait être intéressant de l'entendre. Forcément quelqu'un de Lille et du Nord. Oui, plutôt du Nord, mais Grand Nord, hein, pas forcément que le du Grand Nord. Du Grand Nord. Alors, il y en a plein. Il y a plein de personnalités qui m'impressionnent et qui me font plaisir. Attends, je réfléchis. Je devrais te donner une femme, mais pas forcément. Non, juste liberté totale sur le choix. Écoute, je pense que tu pourrais rencontrer Alain Griset. Tu le connais ? Non. Alors Alain Griset, aujourd'hui, c'est le président de l'Union des commerces de proximité nationale, France, D'accord. Mais c'est quelqu'un de Lille. Au départ, il était taxi. Il a été ensuite président de la Fédération des taxis de Lille ou du Nord, je ne sais plus exactement. Ensuite, il a été président de la Chambre des métiers de Lille. Et aujourd'hui, il est au niveau national, mais il est encore très impliqué à Lille. Et c'est quelqu'un qui a vraiment, je trouve, à la fois une vision et un pragmatisme très intéressant sur la question du développement du commerce et de la proximité, puisqu'il s'occupe de l'artisanat et du commerce. Et je pense que c'est un grand enjeu pour l'avenir de nos villes. C'est comment on recrée de la proximité pour qu'on doive moins bouger, moins utiliser de transport, et comment on recrée de la vie de quartier dans tous nos quartiers à Lille. Et c'est quelqu'un d'abord qui est d'une grande écoute, d'un grand respect par rapport à l'ensemble des acteurs de la ville, qui les connaît bien et qui porte maintenant ses convictions au niveau national. Donc je trouve que c'est une belle réussite. Je te remercie beaucoup, Violette. Merci pour ton temps. Et puis peut-être à bientôt. Merci pour les questions. À bientôt, Claire. J'espère que ce 4e épisode vous a plu. Vous retrouvez dans les notes de l'épisode les ouvrages cités pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter, me proposer des invités ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous le 28 octobre pour un nouvel épisode de La Boussole.